L'arrivée de Biden au pouvoir va modifier la relation avec l'Arabie Saoudite et notamment le prince héritier Mohammed Ben Salman. La lune de miel qui existait entre ce dernier et le président Trump est terminée, mais il n'y aura pas pour autant un divorce entre Washington et Riyad parce que les intérêts, notamment pétroliers stratégiques, sont trop forts et que les deux pays qui ont établi une relation il y a 80 ans vont la conserver. Je vous propose un retour en arrière sur 80 années de relations entre deux pays normalement très différents qui n'auraient pas dû avoir une alliance si étroite, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. La découverte de réserves de pétrole commence dans les années 30 en Arabie Saoudite et le roi va donner le droit exclusif de prospection et d'exploitation à une compagnie américaine. Et donc ce pays, l'Arabie Saoudite, peuplé de bédouins, loin des zones stratégiquement importantes, va devenir centrale pour des questions pétrolières pour les États-Unis, vu l'importance des réserves du pétrole du pays. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis doivent sécuriser leur approvisionnement pétrolier pour faire marcher leur appareil industriel. En 1945, de retour de Yalta, le président Roosevelt va signer avec le roi Saoud un pacte, le pacte du Quincy, nom du navire sur lequel il est signé, dans lequel les deux parties s'engagent à l'échange suivant. Les États-Unis vont protéger non pas le royaume, mais le régime saoudien, en échange de quoi l'Arabie Saoudite garantira à Washington un pétrole abondant et bon marché. L'Arabie Saoudite, du fait des besoins des États-Unis en pétrole qui sont importateurs, devient un allié central pour Washington et on oublie la différence de régime. Les États-Unis veulent exporter la liberté, mais ils vont pas le faire en Arabie Saoudite, qui est un régime tout à fait rétrograde et tout à fait éloigné des valeurs américaines. Et cette alliance avec Washington permet à l'Arabie Saoudite d'avoir un rôle central dans le monde arabe. Au cours de la guerre froide, Riyad va devenir un partenaire privilégié, un partenaire dit de stabilité pour Washington par rapport aux pays qui sont tentés pour une alliance avec l'Union soviétique, par rapport aux pays qui sont tentés par se doter de régimes nationalistes ou progressistes. L'Arabie Saoudite, c'est un régime monarchique, conservateur et pro-américain. Au début des années 70, Nixon, qui veut développer la théorie de gendarmes régionaux pour déléguer la sécurité à des alliés, dans l'optique d'un retrait américain après la guerre du Vietnam, va vouloir donner à l'Iran le rôle de gendarme régional du Golfe. Cela est mal perçu par l'Arabie Saoudite, mais lorsque la révolution de Khomeini arrive en 1979, les Saoudiens retrouvent leur rôle de partenaire privilégié et prioritaire de Washington. Et puis le régime iranien, révolutionnaire, anti-américain, est l'exact opposé de celui de Riyad, qui est solidement arrimé à la diplomatie américaine. L'intervention soviétique en Afghanistan va également renforcer le lien entre Riyad et Washington. L'Arabie Saoudite va fournir une aide aux Moudjahidines, les combattants de la liberté pour Reagan contre l'armée rouge. Ils deviendront par la suite des djihadistes, et d'ailleurs Ben Laden va commencer à s'engager en Afghanistan contre l'armée rouge. Et puis l'Arabie Saoudite aide aussi beaucoup le Pakistan, qui est lui-même le pivot de l'aide aux Moudjahidines. Et dans le même temps, l'Arabie Saoudite augmente sa production de pétrole, toujours à la demande des États-Unis, pour affaiblir l'Union soviétique. Puisqu'elle augmente sa production de pétrole, les cours du pétrole baissent, et comme l'Union soviétique dépend déjà pour 70% de ses recettes en devises du pétrole, eh bien, elle ne peut pas réussir à avoir des devises. Et finalement, c'est en partie du fait du développement de la production pétrolière saoudienne que Gorbatchev aura les difficultés économiques qui vont l'empêcher de réussir la perestroïka. Pour des raisons liées à l'Afghanistan, des raisons liées à l'Iran, des raisons liées au pétrole soviétique, les États-Unis vont fermer les yeux sur le caractère complètement rétrograde, complètement contraire à la protection des droits de l'homme et contre le caractère très prosélyte de l'Arabie Saoudite, qui va être une bombe à retardement pour les intérêts américains. Lorsque Saddam Hussein envahit le Koweït en août 90, l'Arabie Saoudite prend peur et a peur que Saddam Hussein ne vienne l'envahir par la suite. Ils vont appeler les Américains au secours, qui vont bien sûr en profiter. Ben Laden va proposer au roi d'Arabie Saoudite une aide en disant « J'ai les combattants pour protéger le royaume, pas besoin des Américains. On ne peut pas accepter que des soldats américains viennent sur le territoire où il y a les lieux saints de l'islam. » Mais pour le roi d'Arabie Saoudite, ce n'est pas une protection suffisante et donc les liens entre l'Arabie Saoudite et les Américains vont être encore plus renforcés et les Américains vont, à partir de l'Arabie Saoudite, mener la guerre du Golfe et ensuite établir des bases permanentes en Arabie Saoudite. Cela va renforcer le camp des djihadistes qui se révoltent contre la présence de soldats impies sur le sol de l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite va également profiter de l'argent du pétrole pour développer les écoles coraniques, les mosquées et surtout des prêcheurs qui vont finalement développer un discours tout à fait anti-occidental. Et il y a ce côté schizophrène de l'Arabie Saoudite
qui envoie et qui finance des prêches anti-occidentaux tout en étant le grand allié du monde occidental. Et il y a également le caractère schizophrène des États-Unis qui plaident pour la démocratie, qui mettent sur la liste des États voyous tous ceux qui sont censés la violer, et dont le plus proche allié au Proche-Orient est tout à fait contraire à tous les principes et toutes les valeurs que prônent les Américains. On va dire que c'est de la réelle politique? Non, c'est plutôt de la courte vue, parce que finalement, ils nourrissent un ennemi qui va se retourner contre eux. Cette menace djihadiste va frapper à la fois l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Attentat contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, 1998, premier attentat attribué à Al-Qaïda en 1995 et 1996 sur le sol saoudien. Les Saoudiens se rendent compte qu'ils ont finalement nourri un monstre qui leur échappe. Le 11 septembre va être le choc mondial que l'on connaît. Choc pour les États-Unis qui se sentaient à l'abri de toute menace puisqu'ils pensaient qu'on était dans un monde unipolaire. Et puis choc aussi de voir que 11 des auteurs de l'attentat contre le World Trade Center étaient des Saoudiens. Et donc en fait, ceux qu'ils présentent comme un pôle de stabilité a nourri ceux qui sont venus frapper les États-Unis au cœur même de la puissance américaine à New York et à Washington. Mais le pacte du Quincy n'est pas remis en cause. Les Américains ont toujours besoin du pétrole saoudien, les Saoudiens ont toujours besoin de la protection américaine, et même le pacte du Quincy, qui avait été conclu en 1945 pour 60 ans, est renouvelé par George Bush en 2005. En 2002, le roi Abdallah propose un plan de paix à Israël. Nous sommes dans une période post-11 septembre. L'intifada a repris, c'est de nouveau attentats et répression en Palestine. Et donc Abdallah propose que tous les pays arabes reconnaissent Israël, signent un traité de paix avec Israël en échange de la création d'un État palestinien sur les territoires occupés depuis 1967 par Israël, Jérusalem étant la capitale des deux États israéliens et palestiniens. Israël ne répond même pas à ce plan et les Saoudiens vont le ressortir, mais ils n'en font pas non plus une condition essentielle dans leur relation avec Washington. L'arrivée de Barack Obama va compliquer l'équation pour l'Arabie Saoudite. Obama est plus attaché aux droits de l'homme que ne l'était George Bush. Il ne va pas s'opposer au printemps arabe. Les Saoudiens découvrent avec horreur que Moubarak, pourtant l'un des pivots de la politique américaine en Proche-Orient, est abandonné à son sort, que Barack Obama ne fait rien pour le sauver. Il ne pouvait rien faire, mais ils le vivent comme une trahison. Ils se rendent compte également que le développement du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis les rend moins dépendants du pétrole saoudien, et ils découvrent avec horreur que Obama prend langue avec l'ennemi juré, avec l'Iran, pour signer le deal nucléaire, pour signer un accord qui, du point de vue des États-Unis et de l'ensemble de la communauté internationale, permet d'éviter deux scénarios cauchemardesques: un Iran doté d'armes nucléaires ou une guerre pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Mais pour l'Arabie Saoudite, c'est la menace de voir l'Iran sortir de l'isolement, de voir l'Iran se développer économiquement, et donc c'est une menace pour eux-mêmes. Ce qui oppose l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est pas seulement le clivage chiite-sunnite, comme on le dit souvent, ça existe, mais ce n'est pas le seul clivage, c'est aussi un régime qui se prétend révolutionnaire contre un régime qui se veut conservateur, un régime républicain contre un régime monarchique, et un régime complètement lié aux États-Unis, avec un régime qui fait de l'anti-américanisme sa philosophie. Et si l'Iran se rapproche des États-Unis, eh bien finalement c'est la perspective d'un renversement d'alliance qui inquiète les Saoudiens. Après le printemps arabe, craignant une contagion dans son propre pays, Riyad va réprimer les balbutiements de mobilisation en interne, et limitée mais existante, et s'engage à ses frontières, notamment au Bahreïn, au Yémen, pour empêcher une propagation, et finalement va aider le Bahreïn à réprimer la révolte populaire, et au Yémen va jeter de l'huile sur le feu sur la guerre civile qui s'y déroule. Et face à ce qui est ressenti comme une menace iranienne existentielle, Riyad va, en sous-main, pas officiellement, c'est trop difficile à cette époque, se rapprocher d'Israël. Les Saoudiens, eux, sont favorables à une intervention militaire israélienne ou américaine contre Téhéran, contre les installations nucléaires. Le roi va même jusqu'à dire qu'il faut couper la tête du serpent, et donc il demande une intervention militaire. Et là on voit bien que se dessine déjà, même s'il n'est pas sur le devant de la scène, même s'il n'est pas public, un axe entre l'Arabie Saoudite et Israël. L'arrivée de Trump au pouvoir est ressentie comme un immense cadeau de la part des Saoudiens. Trump va réserver sa première visite à l'étranger à l'Arabie Saoudite, alors que normalement la première visite d'un président américain est pour le Canada ou le Mexique. Les Saoudiens vont le recevoir sur un grand pied. Ils vont promettre 300 milliards de dollars de contrats, dont 100 milliards
pour l'industrie militaire, ce qui satisfait Trump parce qu'il n'a aucun agenda sur les droits de l'homme et qu'il peut se targuer devant son électorat qu'il ramène des contrats et qu'il va ramener des jobs aux États-Unis. Les exportations d'armement américains vers l'Arabie Saoudite n'ont eu cesse d'augmenter depuis la signature du pacte du Quincy, parallèlement à l'augmentation des dépenses saoudiennes en matière de défense et parallèlement à l'augmentation des ressources pétrolières saoudiennes. Plus l'Arabie Saoudite exporte du pétrole, plus elle achète des armes, et en fait, le niveau d'acquisition il est lié à la richesse de l'Arabie Saoudite, pas du tout au niveau de besoin de sécurité du régime. Entre 1990 et 2019, l'Arabie Saoudite est le premier importateur d'armes américaines devant la Corée du Sud, le Japon, l'Égypte et Israël. Une nette augmentation au cours de la dernière décennie. Les États-Unis sont jusqu'à la fin des années 2000 le premier importateur de pétrole saoudien, sans presque discontinuer. Entre 2000 et 2012, les importations américaines de pétrole n'ont pas eu de cesse d'augmenter. Et puis par la suite, entre la baisse des prix du pétrole et surtout la découverte de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis, la production va passer de 4 millions de barils jour à 13 millions de barils jour entre 2004 et 2013. Eh bien effectivement, les relations pétrolières entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis vont diminuer. Les États-Unis, au cours de cette période, deviennent devant l'Arabie Saoudite le premier producteur mondial de pétrole. La dénonciation par Trump de l'accord nucléaire iranien est accueillie avec une joie immense par les Saoudiens qui espèrent que la politique d'étranglement du régime iranien va réussir et que le régime va tomber. Ils en veulent à leurs voisins qataris. Pourtant, c'est aussi un régime sunnite wahhabite, mais le Qatar est quand même un peu plus ouvert et moderne que les Saoudiens, et surtout, le Qatar a de bonnes relations avec l'Iran, et puis Al Jazeera conteste un peu la monarchie saoudienne, et donc ils vont en 2017 provoquer un blocus du Qatar. Les Américains ont une base militaire au Qatar, ils sont également liés au Qatar, donc ils ne prennent pas parti dans cette querelle entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et finalement, le blocus va échouer parce que si cela complique la tâche du Qatar, cela ne va pas faire tomber le régime, ni même ruiner son économie. Ça va au contraire d'ailleurs renforcer les liens entre le Qatar et l'Iran, puisque ne pouvant plus passer par l'espace aérien saoudien, les Qataris vont utiliser l'espace aérien iranien. Le rapprochement avec Israël se poursuit parce qu'il y a la menace de l'Iran qui réunit les deux pays, dans la perception d'une menace existentielle sur les deux pays, et puis aussi les Saoudiens savent que tout rapprochement avec Israël ne peut qu'être bien perçu en règle générale aux États-Unis et encore plus par l'administration Trump. L'affaire Khashoggi, l'assassinat de ce journaliste saoudien bien en cours en Washington, va faire beaucoup de bruit. Quand on massacre des Yéménites, ça gêne un peu les Américains, mais quand on tue et qu'on découpe en morceaux quelqu'un qui était bien implanté à Washington, là c'est une levée de bouclier, parce qu'on ne peut pas l'ignorer. Mais Trump va faire la sourde oreille, il va continuer à développer les mêmes relations avec Riyad, il va exonérer MBS, que tout indique comme étant le commanditaire de ce crime, de toute responsabilité, et malgré les demandes, y compris de certains sénateurs républicains, de sanctions ou de prendre des distances avec les Saoudiens, Trump va conserver une très forte relation avec les Saoudiens. La non-réélection de Trump est une catastrophe pour MBS, puisque Biden est plus sensible aux arguments sur les droits de l'homme. Il va cesser la livraison d'armes pour la guerre civile au Yémen, et donc les Saoudiens vont devoir cesser leur opération. Il réouvre le dossier Khashoggi en acceptant la publication du rapport de la CIA sur ce meurtre. On n'y apprend rien de nouveau, on savait que MBS allait être commanditaire, mais il ne va pas jusqu'au bout. MBS ne sera pas reçu prochainement à Washington, mais pour autant les liens sont tellement forts entre les deux pays qu'il ne va pas les couper parce qu'il sait que MBS est l'avenir de ce pays, c'est le prince héritier, le roi est vieux et malade, et il a toutes les chances de devenir roi dans les prochaines années, voire les prochains mois. Et donc il ne veut pas couper complètement avec l'Arabie Saoudite de peur de voir les Saoudiens aller vers des horizons russes ou chinois, avec lequel Riyad a déjà, malgré la différence de régime, de bonnes relations, mais on sait que la différence de régime, pour Riyad, n'est pas un obstacle à l'établissement de bonnes relations. Les Saoudiens vont mettre fin au blocus contre le Qatar, qui de toute façon était un échec. C'est le dernier cadeau des Saoudiens à Trump, parce que c'était quelque chose dont Trump va pouvoir se targuer dans son bilan diplomatique. Et puis donc, il se demande comment renouer la relation avec les États-Unis. Quel est l'avenir des relations entre Riyad et Washington, avec MBS et Biden qui seront face à face pour au moins les 4 prochaines années? Eh bien, pas de divorce, non, mais pas non plus une passion torride. Biden va prendre quelques distances, mais s'il a adressé un carton jaune en publiant le rapport de la CIA, il n'y aura pas de carton rouge. Ils vont garder ce pacte parce que même si les Américains sont moins dépendants du pétrole saoudien, l'Arabie Saoudite est quand même toujours un acteur majeur sur le marché pétrolier. Et que Washington ne veut pas
que MBS aille trop loin dans la relation avec la Chine et les États-Unis. Il veut simplement qu'ils ne viennent pas empiéter dans le domaine des négociations avec l'Iran. La relation de plus en plus étroite entre l'Arabie Saoudite et Israël est tout à fait appréciée à Washington, notamment au Congrès et dans les milieux aussi médiatiques américains. MBS va poursuivre sa politique à la fois de modernisation du pays, on ouvre des cinémas, on permet aux femmes de conduire, mais en même temps de répression de tous ceux qui s'opposent à lui, et en faisant le dos rond, en pensant que finalement, même s'il est critiqué, la place centrale qu'il occupe et le fait qu'il soit le maître du pays, eh bien, obligeront les Américains finalement à revenir vers lui. C'est donc quand même une relation très spéciale parce que peu de pays sont aussi liés, tout en ayant des régimes aussi antagonistes.